Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire ce soir, 4 actus. D'abord en exclusivité le récit bouleversant de la maman de Paul, un jeune garçon atteint d'autisme. La question qui déchire les États-Unis est si Donald Trump était inapte à gouverner. Une rumeur, inquiétante sur la fin du monde qui approche. Et enfin, l'accueil des migrants et le débat qui divise l'Assemblée nationale sur la loi Asile et Immigration du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Nous vous montrerons comment à la fois nous limiterons une migration massive et en même temps, au détriment de ce que vous voulez faire, nous garantirons le droit d'asile. Les majorités changent, mais les mêmes controverses continuent. Voici donc encore un nouveau texte sur l'immigration, allongement de la durée de rétention des demandeurs d'asile, raccourcissement du délai de recours, question des mineurs. Cette réforme est accusée par la gauche et les associations de remettre en cause le droit d'asile et elle est jugée trop laxiste par la droite et l'extrême droite. Mais au fait, peut-on être ferme et humain en même temps? On en débattra. Mais avant cela, nous recevons une maman qui aime ses 3 fils, et notamment Paul, 11 ans, atteint d'autisme. Domitille Coët lui consacre un livre magnifique, Un grand cri d'amour, dans lequel elle raconte les obstacles qu'elle a surmontés pour obtenir le bon diagnostic, puis pour trouver les bonnes thérapies, et en particulier pour réussir à faire scolariser Paul avec les autres enfants, quand notre société, hélas, a trop tendance à vouloir tenir le handicap à l'écart. Enfin, nous retrouverons en dernière partie nos 2 explorateurs, Mauduit et Saltiel, qui sont partis loin, très très loin. Alors les amis, quel est le menu de ce soir ? Eh ben écoutez, bonsoir Renaud, on est parti dans le couloir. Oh là, oui, vous êtes bien loin. Voilà. Non, alors aux États-Unis, on se pose la question à Washington, est-ce que Donald Trump est moralement apte à être président des États-Unis? Eh bien, moi, je vais vous parler d'un empereur qui, lui, a la réputation d'être complètement zinzin, Caligula. Ah, oui. Alors, on rigole, Renaud, mais l'heure est grave. Si l'on suit une rumeur qui circule sur Internet, la fin du monde est proche. Elle est annoncée aujourd'hui. Vous avez l'heure précise, non ? Que quelques heures et 28 minutes pour vivre. Bon, on va faire l'émission d'abord. Merci François. Bonsoir Caroline Brouet. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir Renaud. Bienvenue, quel plaisir de vous retrouver vous aussi. Bonsoir Domitille Coët. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Domitille Coët, vous êtes professeur de lettres, vous êtes la maman de Paul, cet enfant atteint d'autisme dont je parlais à l'instant. Vous avez été l'élève de Brigitte Macron, oui. Brigitte Macron qui a écrit l'avant-propos de votre livre, de ce livre. Paul en Mongolie, l'autisme est un voyage que je n'avais pas prévu, paru aux éditions Fayard. Ce livre qui raconte donc votre vie de famille, votre vie avec Paul, qui raconte Paul et l'autisme. Comment il va aujourd'hui? Paul, il a 11 ans. Comment se passe son année scolaire? Paul va très bien. C'est un petit garçon qui est plein de vie, qui est très courageux, qui travaille beaucoup. Et l'école, il adore ça, il adore ses copains. Et je pense que s'il pouvait dormir là-bas, il le ferait. S'il pouvait dormir à l'école, oui. plutôt que de rentrer à la maison. Oui. Il est en quelle classe, là, cette année? Il est en CM1. Il est en CM1. Oui. Et il va très bien. Et vous l'avez emmené aussi en Mongolie. On va en parler dans un instant. On vous retrouve, Domitille Coët, juste après votre empreinte digitale signée Marc-Antoine de Porrette. En tapant Domitille Coët sur Internet, on découvre votre curriculum vitae en ligne où l'on apprend que vous êtes professeur de lettres après une hypocagne à Lille. Encore avant cela, vous étudiez au lycée La Providence d'Amiens où vous intégrez en classe de terminale l'atelier théâtre aux côtés d'un certain Emmanuel Macron et sous la houlette du professeur Brigitte Ozière, future Brigitte Macron. Vous ne perdrez jamais le contact avec votre professeur et embrassez le même métier qu'elle. Vous voilà marié et mère de 3 beaux garçons. Paul, celui du milieu, se développe différemment. Il ne joue pas avec les autres enfants, il s'isole. Commence alors un terrible parcours du combattant pour aboutir à un premier diagnostic. Paul souffre d'un trouble du spectre autistique. Mais la bataille ne fait que commencer. La lecture de Louis Pasapa de Gersand et Francis Perrin est une révélation. Vous intégrez aussi un réseau d'entraide et d'information, Égalited, créé par un collectif de parents d'enfants autistes. Se battre encore et encore pour scolariser Paul, trouver des aides et une thérapie adaptée. Cette guerre que vous menez, vous souhaitez qu'elle profite à tout le monde. Vous écrivez un texto à Brigitte Macron, échangez sur le sujet avec le candidat à la présidence, et le soir du débat de l'entre-deux tours, vous découvrez ému ces mots. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger pour pouvoir être en centre, lorsqu'ils sont obligés d'être en centre. Après son élection, le handicap devient une priorité du quinquennat, mais la route est encore longue. Depuis qu'il lit, Paul affirme qu'il n'est plus autiste. Sur Facebook, on peut voir sur son bulletin scolaire qu'il est devenu trop bavard et admirer la médaille remise par ses camarades de classe. L'été dernier, vous avez effectué un grand voyage à 2. Salut à tous, c'est Paul. J'ai 10 ans, j'ai parti en voyage en Mongolie avec ma maman.
Paul a randonné à cheval, ri sur les bords d'un lac, vécu la grande aventure et ressenti le monde à sa manière. Et vous, Domitil Coé, qu'avez-vous appris pendant ce voyage en Mongolie? Alors, Domitil Coé, c'était l'été dernier en Mongolie avec Paul. Oui, c'était l'été dernier, oui. C'est un voyage que j'avais déjà fait quand j'étais jeune fille, avant d'être maman. Et j'avais été subjuguée par les paysages, évidemment, mais j'avais été très touchée, surtout par la culture d'hospitalité. L'accueil des Mongols qui m'avait donné beaucoup d'énergie pendant de nombreuses années. Et c'est vrai qu'avec le parcours de Paul, j'ai eu besoin de ressentir à nouveau cette énergie positive. Et c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai emmené dans des paysages où il n'y a pas de frontières, où on se sent très libre. Le sous-titre du livre, on le rappelle, c'est « L'autisme est un voyage que je n'avais pas prévu de faire ». En fait, c'est moins l'autisme qui semble être un voyage en lui-même que tout ce qu'il y a autour. Comment avez-vous découvert déjà l'autisme de votre fils? Alors, obtenir un diagnostic, ça a été la première bataille. 4 ans d'errance médicale, à essayer de trouver les personnes ressources pour me conseiller. J'ai eu beaucoup de mal. On m'a alertée pourtant dès la crèche. Les puéricultrices qui s'occupaient de Paul trouvaient qu'il ne réagissait pas à son prénom, qu'il n'interagissait pas avec les autres enfants. Et donc, m'ont demandé déjà de vérifier son audition, ce qui n'a rien donné. Par la suite, il n'a pas développé le langage. Donc, j'ai essayé de me tourner vers des orthophonistes ou mon médecin généraliste qui me disait « Mais non, ça va s'arranger, vous êtes trop angoissé, ça se déclenchera plus tard ». Et puis, à partir du moment où il est rentré à l'école, ces différences ont été extrêmement marquées et sont devenues beaucoup plus flagrantes. Pour obtenir le diagnostic, ça a été plus difficile. Claude. Et la suite, ce que vous racontez aussi, c'est le passage, parce qu'il est une caractéristique française. Nous sommes en France le pays où on pense que l'autisme, c'est quelque chose qui appartient à la psychanalyse. Oui. Vous êtes retrouvé un jour en face d'une personne qui vous expliquait que si Paul était autiste, c'était de votre faute, puisque le lien à la mère ne s'était pas fait, et au fait comment s'était passé l'accouchement. Vous avez intégré cette culpabilité, vous y avez cru, avant de vous en libérer en trouvant les bonnes thérapies? Alors, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir été maman quand même avant. C'est-à-dire que j'ai un fils aîné qui va bien. Et ma relation à lui me faisait dire que je n'étais pas une mauvaise mère. J'ai une famille aussi qui m'a beaucoup aidée qui est très structurante et qui ne m'a pas fait douter dans mes capacités à aimer mon fils. Mais c'est vrai que ça a été compliqué d'entendre ça quand même. Cette culpabilisation des mamans d'enfants autistes, ça existe encore en France au XXIe siècle? Tous les témoignages, les forums de parents regorgent de témoignages de mamans qui sont accusées d'être responsables du trouble de leur enfant, encore aujourd'hui. C'est un Français sur 100, hein, je crois, qui est... 600 000 à peu près, 600 000. Qui a oui, alors, un spectre autistique. Oui, les chiffres, il n'y a pas encore vraiment de... Mais ça veut dire que les médecins sont avec des troubles très différents. Hein, des troubles très différents. Très large. Ça veut dire que les médecins sont incompétents, c'est-à-dire que c'est encore un handicap qu'on connaît mal. Comment expliquer ce dont parlait Renaud, le fait qu'on culpabilise encore la mère aujourd'hui? Il y a un vrai problème de formation initiale de ceux qui sont en première ligne, les médecins généralistes, les pédiatres, les structures publiques vers lesquelles on se tourne, les CMP, les centres médicaux. Oui, pardon, les centres médicaux psychologiques. On m'a dit, mais ne cherchez pas à coller d'étiquette à votre fils. Je dis, moi, je ne cherche pas à lui coller d'étiquette, je voudrais l'aider. Comment je fais pour l'aider? Ce que vous racontez aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a un soulagement et une rédemption. Vous rentrez dans votre région natale, donc en Picardie. Oui. Là, un ami de jeunesse, qui est également papa d'un petit autiste, vous embarque avec lui. Vous découvrez une thérapie qu'on appelle l'ABA, une thérapie comportementale qui vous aide, qui fait rentrer Paul dans la lecture. Je résume votre vie. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne bénéficiez d'aucune aide publique. Non. Vous devez prendre en charge complètement avec votre salaire à temps partiel d'enseignante, la thérapie et l'avenir de votre fils. Est-ce que ça va être corrigé, cela? Alors, je n'en suis pas encore certaine. Moi, j'ai entendu parler d'un forfait à partir du 1er janvier qui devrait minimiser le reste à charge des familles. J'aimerais être sûre que les thérapies comportementales rentrent bien dans ce forfait. Je ne comprends même pas, en fait, pourquoi on ne le rembourse pas directement, quoi, en fait. Je ne sais pas. Enfin, alors qu'on dit qu'il faut suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la Haute Autorité de Santé dit que les thérapies comportementales sont à mettre en place pour les enfants autistes. Et elles sont une banalité heureuse à l'étranger. Exactement.
Alors justement, Emmanuel Macron, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure d'ailleurs, il avait parlé de l'autisme lors du débat d'entre-tours de la présidentielle et il veut faire de l'autisme l'une des grandes causes de son quinquennat, Caroline, et le gouvernement a présenté un plan, le 4e plan justement consacré à l'autisme. Oui, c'était début avril. C'est un plan qui met l'accent sur 2 points principaux. Le dépistage ou le diagnostic précoce, puisqu'il faut savoir que 45%, si les chiffres sont bons, des diagnostics concernent des enfants et des adolescents entre 6 et 16 ans. Donc c'est assez tard. Et puis le 2e point important, c'est la scolarisation des autistes. Des nouvelles classes spécialisées devraient ouvrir leurs portes en primaire, au collège, au lycée, avec un accompagnement des enseignants renforcé. Le plan contient aussi 3 autres volets pour une meilleure prise en charge globale. La recherche, d'abord, sur ce handicap, le soutien aux familles et peut-être un sujet dont on parle moins, précisément, l'accompagnement des adultes. Son coût total est estimé à 340 millions d'euros et sur 5 ans. Est-ce que ça va rattraper le retard français en la matière? Ça, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens, Domitille Coët? Dans l'ensemble, oui, ça va dans le bon sens. Enfin, les discours ont été assez forts et ont marqué quand même une rupture avec ce qui se disait auparavant. Voilà, moi je me pose la question de concrètement qu'est-ce que ça va donner en termes de moyens. Est-ce que ce sera suffisant? L'inclusion scolaire, ça n'est possible qu'avec un accompagnement, avec des personnes qui sont correctement rémunérées. Avec les auxiliaires de vie scolaire. Les auxiliaires de vie scolaire, avec une formation digne de ce nom. Et vous racontez dans votre livre que les auxiliaires de vie scolaire, au bout de 3 ans, c'est ça, elles doivent changer d'enfant. En tout cas, l'enfant doit changer d'auxiliaire de vie scolaire plutôt. C'est incompréhensible. Oui. Les hérésies du système. Ouais. Mais on ne connaît que ça à travers le parcours, les hérésies du système. Et puis le fait de devoir recommencer chaque année à prouver le handicap de son enfant pour obtenir la notification d'accord qui nous donne l'aide humaine pour qu'il puisse aller en classe. J'ai vécu des rentrées scolaires où je ne savais pas si mon fils aurait l'aide nécessaire pour être en classe. On sent, et en vous regardant, on sent tout le poids, toute la charge que vous êtes imposée, que la vie vous a imposée, mais en même temps, comme dirait votre ami de jeunesse, il y a dans votre livre des très belles pages. Vous expliquez que la présence de Paul dans une école, ça enrichit les autres. Je voudrais vous demander à vous, qui vous épuisez à tenir Paul, ce qu'il vous a apporté en termes d'amour, de tolérance, de compréhension des autres. C'est vrai que Paul, il m'a poussée dans mes retranchements. J'ai souvent l'impression qu'il m'apprend plus que je ne lui apprends. J'ai appris à apprécier tous ces progrès. Les moindres progrès sont devenus des victoires incroyables. Il a un regard très innocent et naïf sur le monde qui est absolument charmant et qui nous renvoie souvent à l'essentiel, enfin moi qui me renvoie à un essentiel. Et puis il est d'un enthousiasme fou à partir du moment où il a commencé à progresser. La relation qu'il a su créer avec ses copains de classe et qui sont très investis dans ses progrès. Enfin, il se fait applaudir par ses copains de classe quand il arrive à lire à haute voix. Ils lui ont construit une médaille en carton pour le féliciter d'avoir su conjuguer un verbe. C'est ça qui est génial dans l'inclusion scolaire, c'est que quand ça fonctionne comme ça, quand il y a l'aide, parce que ça ne marche pas sans aide, il faut qu'il y ait une aide. Mais ça enrichit tout le monde. Ça porte tout le groupe. Et ça change tout le monde, ça vous a changé aussi. Oui. Et comme ce livre, il faut lire Paul Mongoli, parce que ce livre, il vous a changé, j'imagine, en l'écrivant, et puis il change ceux qui le lisent aussi, et il changera, j'imagine, le regard de tas de Français sur l'autisme. Merci Domitille Coët d'être venue nous parler ce soir de Paul et de ce livre. Merci, à bientôt. Et place à notre débat sur la loi Asile et Immigration qui est défendue à l'Assemblée nationale. Ce texte, donc défendu par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, vise notamment à allonger la durée de rétention des demandeurs d'asile, mais aussi à raccourcir les délais de recours. Alors, est-il trop sévère, comme le clame la gauche, ou trop laxiste, comme le jugent la droite et l'extrême droite? On en parle juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est une semaine cruciale pour Gérard Collomb. Depuis lundi, il défend devant les députés sa loi sur l'asile et l'immigration. Une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif, une intégration réussie. Pour construire dans l'avenir une société plus harmonieuse, une société apaisée. Le ministre de l'Intérieur cherche l'apaisement, mais le texte est jugé trop répressif par la gauche, trop laxiste par la droite. Sous couvert d'humanisme, je pense qu'on est en train d'aggraver la crise migratoire. C'est une réforme inhumaine qui va durcir les conditions d'accueil de tous les migrants, y compris des demandeurs d'asile dans ce pays.
Principal objectif de la loi controversée, accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile, pour mieux accueillir les réfugiés, mais aussi pour expulser plus vite tous ceux qui ne sont pas autorisés à résider sur le territoire. Leur délai de détention sera allongé de 45 à 90 jours. Le délai pour faire appel sera lui réduit de 30 à 15 jours en cas de rejet d'une demande d'asile. De nouvelles dispositions qui inquiètent jusque dans les rangs de la majorité macroniste. Rappelés à l'ordre, certains députés pourraient tout de même s'abstenir de voter le texte vendredi. Il ne me semble pas être en phase avec le programme d'Emmanuel Macron. On est plus dans la défiance vis-à-vis des migrants que dans une chance dans l'intégration. Députés, associations, avocats, pour beaucoup, la loi sur l'asile et l'immigration ne répond pas à l'urgence de la situation des migrants. Alors, quelle alternative? La France et ses voisins doivent-ils agir ensemble pour harmoniser l'asile au niveau européen? Eh bien, on va essayer de répondre à toutes ces questions ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints sur ce plateau. À mes côtés, bonsoir François Héran, vous êtes anthropologue, démographe spécialiste des migrations, titulaire de la chaire Migration et Société du Collège de France. Et alors, selon vous, François Héran, l'idée que nous serions submergés par les migrants, elle est fausse. Et vous pensez qu'on peut chercher d'une part, puis surtout trouver un compromis entre une approche humanitaire et une approche sécuritaire. À vos côtés, bonsoir Louis Dragnel, vous êtes rédacteur en chef police-justice à Valeurs Actuelles. Et alors, selon vous, Louis Dragnel, cette nouvelle loi, donc la loi Collomb qui est en discussion actuellement, elle ne permettra pas d'endiguer une situation que vous jugez catastrophique et il serait bon, dites-vous, de reparler de l'installation d'hotspots à côté des zones de conflit. Le candidat Macron en avait parlé pendant la campagne présidentielle. Et puis à vos côtés, bonsoir Violaine Carrère. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études au groupe d'information et de soutien des immigrés, le GISTI, et vous êtes membre du réseau Migre Europe. Oui. Et alors pour vous, Violaine Carrère, la loi asile-immigration actuelle, donc, enfin celle qui est actuellement en débat au Parlement, elle peut avoir des conséquences humaines dramatiques, dites-vous, et en tout cas, elle ne résoudra pas le problème de l'accueil des migrants sur le moyen et surtout sur le long terme. Tout de suite, pour entrer dans la discussion, Caroline, nous avons une question en 28 secondes d'un internaute. Je prends mon papier, même si la question est courte. Les Français sont-ils en faveur de cette loi? Alors c'est vrai qu'il y a eu un sondage fin janvier, début février, qui montrait que 65% des Français étaient favorables à l'asile et qu'en même temps, 63% de ces mêmes Français trouvaient qu'il y avait trop d'immigrés en France. François Héran, est-ce que ce « en même temps » correspond bien à l'esprit de la loi actuelle? Si vous regardez le texte de la loi, il est extraordinairement complexe. Et donc, personne, enfin même les spécialistes, ont beaucoup de mal quand même à en prendre la mesure. Il y a des mesures extrêmement techniques, il y a quelques mesures phares, mais enfin globalement, c'est un des textes les plus compliqués. Vous-même, vous ne savez pas si vous êtes pour ou contre, en fait, ce que vous dites sur le texte. Non, mais c'est... La question de Caroline portait sur l'opinion. Vous voulez dire que l'opinion ne peut pas mesurer ce texte? Comment l'opinion peut-elle se prononcer? C'est ça ma réponse. Comment l'opinion peut-elle se prononcer sur un texte aussi complexe, où il y a quelques mesures qui facilitent la situation des migrants, notamment en matière de regroupement familial, et puis d'autres mesures qui effectivement durcissent les conditions, raccourcissent les délais, etc. Enfin, on ne pouvait pas demander à l'opinion publique de se prononcer pour ou contre une loi aussi complexe. Si on résume, Louis Dragnel, l'esprit du projet de loi sur le gouvernement, c'est plus expulsés pour mieux intégrer, ou mieux intégrer et plus expulsés? Alors effectivement, c'est pas toujours très simple à comprendre, mais ce qu'il faut savoir... Est-ce que ce résumé vous paraît valide dans la pensée de Gérard Collomb, par exemple? Je pense que dans sa tête, effectivement, c'est un peu à quoi ça correspond. Et en même temps, si vous voulez, on est obligé de redire, et en même temps, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a un texte qui est débattu sur ce genre de sujet, au début, avant l'examen du texte, le ministre de l'Intérieur a des annonces très fortes et tout ça, et puis in fine, on se rend compte, dans le texte final, le texte est quand même très faible et contient assez peu de mesures de fermeté, et on l'a vu lors des discussions et lors des mains tendues qu'Emmanuel Macron a essayé de tendre, et surtout Gérard Collomb. Qu'est-ce que vous appelez faible? Si vous voulez, par exemple, dans le texte, je pense qu'il y a 2-3 choses qui ne vont pas échapper au réseau de passeurs. Je pense notamment au fait que la durée des titres de séjour va passer de 1 à 4 ans. Je pense également à la possibilité que vont pouvoir avoir les enfants de pouvoir faire venir leur famille et leurs parents. Alors leurs parents, c'était faisable jusqu'à aujourd'hui, et maintenant ils vont pouvoir effectivement, au titre de la réunification familiale, faire venir... C'est le regroupement familial. On va débattre dans un instant du contenu du texte. Mais juste pour terminer sur cette chose, mais ça, l'effet d'appel d'air, il est clairement envoyé à travers ce type de mesures, parce que qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les réseaux de passeurs vont envoyer principalement des enfants sur le territoire français, et alors bien sûr ces pauvres enfants, non mais la situation elle est terrible pour eux, mais ils sont pris en otage. Avant de rentrer
rentrer dans derrière, c'est l'État français qui est obligé, si vous voulez, d'absorber, d'encaisser. Avant de rentrer mesure par mesure, justement, sur ces mesures qui font polémique, celles qui peuvent justement être jugées laxistes par certains ou à l'inverse trop fermes, trop sécuritaires, il y a une mesure, Claude, dont vous avez fait justement votre chiffre du jour. Et qui est moins une mesure en réalité qu'un ensemble de mesures qui conduisent à un objectif, chiffre de jour 6, 6 comme 6 mois, le gouvernement souhaite pouvoir traiter les demandes d'asile en 6 mois. Pour l'instant, c'est plutôt en moyenne 11 mois. Question pour vous, Violaine Carrère. Est-ce que c'est un objectif qui va dans le sens d'un meilleur accueil des migrants, c'est un objectif humanitaire, ou est-ce que selon vous, ce peut être un piège, cette volonté de réduire les délais de traitement des demandes d'asile? Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais quand même dire que sur la première question qui a été posée, il y a quand même de toute évidence un écart considérable entre des objectifs affichés et donc ce que j'appellerais de la communication du gouvernement et le contenu de ce projet de loi. Et par exemple, quand on nous parle d'un texte équilibré, qu'on nous dit, voyez, on va réduire les délais, et réduire les délais, évidemment, pour n'importe quelle oreille, ça sonne comme quelque chose qui est positif pour les intéressés, parce que c'est pas bien qu'ils attendent si longtemps d'avoir une réponse et d'être dans l'incertitude quant à leur sort. Eh bien évidemment, on peut se dire que ça fait partie des côtés positifs du projet de loi à l'égard des intéressés. Mais c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce que d'abord, le premier problème auquel sont confrontés les exilés qui veulent demander l'asile, une protection à la France, c'est déjà se faire enregistrer comme demandeur d'asile. Et les délais d'instruction, ça vient après. Le premier délai, c'est comment faire enregistrer sa demande. Or, on a... Ça dure combien de temps? Ça peut durer très longtemps? Ça peut durer des semaines, des mois, pour certains vraiment de longs mois, pendant lesquels on n'a pas d'hébergement, on n'a pas d'allocation, on est à la rue, c'est ce que constatent certains. Mais ça aussi, ça peut être réduit. Eh bien, ça serait très très bien, et d'autant qu'il y a même des textes qui obligent le gouvernement, les pouvoirs publics, à enregistrer dans les 3 jours. Donc c'est pas encore un mai? C'est pas un mais, c'est la loi pour l'instant n'est pas appliquée. C'est-à-dire pas fait. La loi actuelle et c'est plusieurs mois. La nouvelle loi va imposer le délai de 120 à 90 jours, le délai pour un demandeur d'asile pour faire une demande d'asile. C'est-à-dire que le premier raccourcissement des délais, justement, et je voulais le dire ça juste après, c'est que le premier raccourcissement des délais, il est imposé aux demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils aient du temps pour savoir comment on va faire, quelles sont les démarches à entreprendre, quelles sont les attentes des interlocuteurs qu'ils vont avoir en face d'eux, qu'est-ce qui est préconisé, qu'ils fassent, qu'ils disent, comment, dans quel ordre, avec quelle nature d'interlocuteur en face d'eux, eh bien, au lieu d'avoir 3 mois, ce qui était déjà très bref, 120 jours, pardon, ce qui était déjà très bref, pour savoir tout ça, pour découvrir tout ça, sachant qu'éventuellement, ils ne sont pas francophones du tout, ils ne vont plus avoir que 90 jours. Donc ce raccourcissement, il est encore une fois en leur défaveur. Alors, François Héran, il y a le raccourcissement qu'on évoquait, et puis il y a aussi la prolongation, notamment des délais de rétention, de la durée de rétention. Qui ne vise pas que les demandeurs d'asile, celle-là. Voilà, mais il y a aussi la prolongation de la durée de rétention, le passage de 45 à 90 jours, et y compris la possibilité d'ailleurs de mettre des familles en rétention avec des mineurs. Cette question-là fait polémique, François Héran. Oui, c'est normal qu'elle fasse polémique, parce que le grand problème de cette loi, c'est que d'un côté, elle essaie d'accroître la rigueur des procédures et de les rendre plus prévisibles et plus accélérées, etc. Et puis de l'autre, il y a le respect des droits fondamentaux, et notamment les droits des mineurs. Donc la tension, elle existe toujours. C'est une tension qui est permanente dans tous les projets de loi d'immigration. Il y a cette tension entre avoir des procédures plus rigoureuses, plus précises, et puis les respects des droits. Et donc, on est obligé, dans toute cette question d'immigration, on est obligé de manier toute une série de curseurs assez compliqués. Et en même temps, je le dis qu'à ces curseurs, il faut ajouter des cliquets. Et les cliquets, c'est le respect des droits fondamentaux. Voilà. Donc, et ces cliquets, ils vous semblent menacés par ce texte aujourd'hui? C'est ce que disent les associations qui travaillent vraiment. Non, mais moi, je ne suis pas là pour dire que je suis pour ou que je suis contre. Ça n'est vraiment pas. Est-ce que votre expertise permet de dire ou pas mon que expertise, ces cliquets sont potentiellement si vous voulez, mon expertise me permet de dire, et d'ailleurs le Conseil d'État dit exactement la même chose dans son rapport sur la loi. Ça fait 16 lois depuis 1980, ça fait une loi en moyenne tous les 2 ans depuis 1993, et ces lois ne sont pas faites sur la base d'une évaluation sérieuse de ce qu'ont donné les lois précédentes. On n'a même pas encore évalué l'impact de la dernière loi, des 2 dernières lois de 2015 et 2016 qu'on fait déjà, et le Conseil d'État dit, et là le chercheur pense exactement la même chose, se lancer dans une action sans avoir évalué ce que donnent les précédentes, c'est invraisemblable. C'est de la politique, voire de l'électoralisme. Il y a cette dimension-là. Il faudrait que finalement, on ne peut pas se lancer comme ça une espèce de volontarisme de fuite en avant sans s'appuyer sur un certain savoir, sur une connaissance dûment informée
conformer de ce qu'ont donné les lois précédentes. Or, ce que l'on constate, c'est qu'avec toutes ces lois qui se sont succédées depuis très longtemps, finalement, on a toujours à peu près le même nombre d'immigrés, à peu près le même nombre de titres de séjour, sauf évidemment dans la période récente où il y a eu une légère montée, hein, en gros 8 à 10 fois moindre qu'en Allemagne. Enfin, ça n'a rien à voir plus avec... 17% depuis l'année dernière, quand même. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais si vous voulez, depuis... un cinquième de plus, presque. Oui, mais c'est pas grand-chose par rapport à ce que... En gros, l'Allemagne a reçu 5 fois plus de demandes et a rendu 10 fois plus de décisions positives que nous, à population égale, hein, quand on compare proportionnellement à la population. Donc on n'a pas besoin de cette loi, pour vous, sans être pour ou contre. C'est un peu une loi pour rien, vous dites. Mais je pense que cette loi sera très peu efficace, que cette loi, si elle ressemble beaucoup à toutes les précédentes, elle se situe vraiment dans... Et là, si vous voulez, alors que le politique a vraiment une vision du temps qui est très courte, le chercheur, lui, il a une vision du temps longue et il constate qu'au total, ça ne change pas grand-chose. Le Grenelle, question. Je lis vos articles dans Valeurs Actuelles, c'est un journal qui est situé à la droite du spectre politique et à la droite d'Emmanuel Macron. Pour autant, quand on vous lit, on a l'impression que les responsables de l'État partagent vos convictions d'un besoin de fermeté plus grande, notamment par exemple sur la question de ces expulsés, des gens qui devraient être expulsés mais qui ne le sont pas. Est-ce qu'au fond l'État français n'est pas confronté à son incapacité à mettre en œuvre ses propres volontés ou velléités de fermeté ? Moi, c'est quelque chose que je constate, en fait, parce que la différence de discours, en fait, que j'observe entre ce que me disent certains proches d'Emmanuel Macron, l'entourage de Gérard Collomb, et ce que je constate après dans les débats, il y a quand même un décalage qui est assez considérable. Est-ce que ça veut dire... Quand vous parlez avec l'entourage de Gérard Collomb, est plutôt sur une ligne Valeurs Actuelles ou sur une ligne humanisme macronien ? Honnêtement, j'ai pas du tout envie de les renfermer dans une case parce qu'ils sont libres. Ils sont en même temps, ils sont très en même temps. Non, mais ils sont ce qu'ils sont et je crois qu'on l'observe, on sait ce qu'ils sont. Moi, je voulais simplement revenir aussi, et ça fera écho aussi à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, moi, je pense que cette loi, en fait, en réalité, elle change pas grand-chose. Et en fait, on n'a absolument pas répondu à des questions qui sont assez fondamentales, qui sont quelle politique migratoire pour la France pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait avec l'aide médicale d'État, qu'est-ce qu'on fait avec effectivement tous les pays d'origine. Je ne sais pas si il y a des sujets quand même qui sont beaucoup plus complexes, notamment la liste de tous les pays qui ne reconnaissent pas les ressortissants qu'on leur présente. Et je vous donne un exemple idiot, le nombre considérable de ressortissants maliens qu'on présente aux autorités maliennes et qui refusent d'octroyer un laissez-passer consulaire. Et du coup, en fait, c'est des gens... Laissez-passer consulaire, c'est ce que donne le pays d'origine exactement pour faciliter l'expulsion. Il ne faut pas oublier quand même, je pense toujours au Mali, c'est un pays qu'on aide beaucoup, qu'on aide à se construire, à se développer. Il y a l'intervention de l'opération Barkhane en bande sahélo-saharienne et il y a quand même un manque considérable de coopération avec tous ces pays que par ailleurs il y a aussi un problème de construction de l'État malien. L'État malien est peut-être exactement, mais bon, je prends cet exemple-là, mais il y a aussi plein d'autres exemples. Alors justement, on ne va pas tout mélanger. Je vous propose qu'on ne mélange pas tout et qu'on fasse tourner la parole aussi dans un instant, parce que cette loi est-elle une loi pour rien ou pour pas grand-chose? Il y a en tout cas des dispositions, on a commencé à les évoquer tout à l'heure, dont certaines qui sèment le trouble au sein même de la majorité. Voilà que la Macronie triomphante donc découvre ses premiers frondeurs en quelque sorte. Il y a une poignée de députés qui ont fait savoir qu'ils ne voteraient pas le texte de Gérard Collomb. Parmi eux, la députée de la Manche, Sonia Crimi, c'est le kiss-kiss de Thibault Nolte. Ils ont fait preuve d'engagement et méritent bien quelques encouragements. Tandis que la loi Asile et Immigration est en débat à l'Assemblée, une députée de la majorité est en minorité. Alors, faut-il multiplier Sonia Crimi? Sonia Crimi fait partie des nouveaux députés, symbole de la nouvelle politique de la nouvelle France du nouveau président. Pourtant, c'est pour sa critique d'un bon morceau du projet de loi Collomb que les vilaines menaces de rétorsion fondent sur elle à l'ancienne. Sonia, bien sûr que tu as ta liberté de parole sur cette loi. Dis ce que tu veux. Bravo, génial, j'adore. Ça envoie le bois, tu dis ce que tu veux. Ok, d'accord, ouais. Ok. Sonia hésite entre s'abstenir ou voter contre. Un texte qui réduirait le délai de recours des déboutés, maintiendrait un délit de solidarité et des mineurs en rétention. Elle-même n'a pas connu ces centres, mais subit le supplice administratif pour obtenir des papiers à l'ancienne. Bonjour. Vous savez sans doute lire les chiffres arabes. 5, ça veut dire on ferme. Non, mais monsieur, j'attends depuis 5 heures ce matin, là. 5 heures, eh ben, l'aiguille n'a pas bougé, un peu comme vous. Allez, au revoir. Oh là là. Sonia est arrivée de Tunis à Toulon à 21 ans, a obtenu un doctorat en finance avant de faire la peau aux dépenses superflues de grosses boîtes du Cotentin, comme Areva. Mais la nationalité lui a été refusée jusqu'en 2012, après un duel juridique avec l'État, à l'ancienne. Le fritage ne l'effraie pas.
Déjà aux législatives, la marcheuse de Cherbourg avait affronté un autre macroniste, un parachuté à l'ancienne. Parachuté? Il n'y a pas plus local que moi. Toutes ces vacances passées ici à faire du ski, à cueillir des mirabelles, à se gaver de flamme-cuche. C'est Cherbourg, pas Strasbourg. Cherbourg? On m'avait dit Strasbourg. En décembre, Sonia avait soufflé dans les bronches de Gérard Collomb à l'Assemblée. Et depuis, le ministre s'est fait tout miel et lui donne du « mon ami Sonia ». L'ami Sonia s'en fout, elle ne fait pas de politique à l'ancienne. Bien vu Thibault Nolte. Alors Violaine Carrière, on l'a vu, il y a quelques frondeurs en Macronie, pas beaucoup, hein, ils sont une poignée, il y a notamment Sonia Crimi, il y a peu de députés qui s'émeuvent dans la majorité, mais il y en a quand même certains. Ça veut dire que cette loi, il y a quand même des choses dedans, et c'est pas une loi pour rien, y compris il y a une volonté dissuasive peut-être, et un affichage sécuritaire qui provoque ces réactions. Alors, je ne sais pas ce que voudrait dire une loi pour rien. Manifestement, il y avait une volonté de ce nouveau gouvernement que de légiférer à nouveau. Et en effet, comme le disait François Héran tout à l'heure, tous les 18 mois, on a droit à une nouvelle réforme. Et c'est un problème en soi. Mais après ça, une loi pour rien, je ne sais pas ce que ça voudrait dire, mais je voudrais revenir sur l'humanisme de Macron. Je ne vois pas très bien quel est l'humanisme. Le texte nous a été présenté comme un texte équilibré. Et c'est vrai qu'une partie de la droite, et de la droite extrême, s'affole et nous parle d'endiguement et nous parle de réponses à apporter à une submersion, etc., etc., en mettant en avant quelques mesures dites positives qui sont déformées. Par exemple, je voudrais revenir quand même, parce que c'est quand même un peu fâcheux qu'on laisse passer des fausses idées, cette histoire que des mineurs pourraient faire venir toute leur famille et que ce serait un appel d'air. Le regroupement familial élargi. Il s'agit non pas du regroupement familial, mais de la réunification familiale. Ça ne concerne que les enfants mineurs devenus réfugiés. Autrement dit, une poignée de jeunes chaque année. Vous excluez que ces mineurs soient utilisés par des passeurs pour faire venir plus de monde. C'est ce que suggérait votre voisin. Mais les passeurs ne font rien tout seuls. Il faut arrêter de penser que les passeurs ordonnent, réglementent, organisent l'immigration. Quelle personne pourrait engager quelqu'un qui se sent bien chez lui, qui est en sécurité, qui a du travail, qui a à manger suffisamment, qui est dans un pays en paix et qui peut participer aux activités qu'il veut, de quitter son pays parce qu'un passeur lui a dit « tu sais, tu serais vachement mieux ailleurs ». Je suis désolée, les passeurs, effectivement, ils jouent un rôle, ils jouent le rôle d'aider des gens à franchir les frontières quand ces personnes ont déjà la détermination à franchir ces frontières. Et donc, les mineurs ne seront pas plus utilisés que d'autres personnes parce qu'aujourd'hui, les mineurs qui arrivent à redevenir réfugiés, à être reconnus réfugiés, sont une poignée chaque année, qu'ils n'arrivent en général que très rarement à obtenir le statut étant mineurs parce que la procédure est longue et qu'une fois qu'ils sont devenus réfugiés et mineurs, ils peuvent déjà faire venir en effet leurs parents à la condition qu'il n'y ait pas de contestation des États-Unis. Réagir sur les passeurs, c'est-à-dire que la version que vous exposez entend à penser qu'il n'y a pas de réseau de passeurs et que tous ces gens fuient uniquement la pauvreté. Si vous voulez, ce sont des faits qui ont été démontrés, notamment en Libye. Il y a du commerce, il y a de la traite d'êtres humains qui est absolument sordide. Et ce sont des gens qui vendent... mais qui profitent justement de la misère. Exactement. Et qui profitent des SAS qu'on a créés à l'entrée de l'Union européenne. Absolument. Pour les gens qui cherchent. Exactement. On va vous dites exactement le contraire. On va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu. Je vous propose qu'on avance un petit peu et notamment qu'on se pose une question. Vous évoquiez à l'instant la question européenne, parce que cette question de comment gérer les flux migratoires, elle ne se pose pas évidemment qu'à la France, mais à l'ensemble de l'Union européenne. Et l'Europe essaye difficilement d'aller vers une forme d'harmonisation. Et ce n'est pas forcément plus simple avec nos voisins allemands, Caroline Brouet. Oui, parce que manifestement, le vent a tourné. Vous savez, récemment, Emmanuel Macron a dit qu'il faut que le modèle français se rapproche du modèle allemand, sauf qu'on ne sait pas bien s'il voulait parler de l'Allemagne de Merkel de 2015, quand elle a accueilli 1 million de réfugiés, ou bien de la nouvelle politique migratoire qui tente au durcissement. Il y a d'abord eu la nomination du ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, en mars. Il est le chef de file de la CSU, la droite conservatrice bavaroise. À peine nommé, il a honoré le surnom que lui a donné la presse, Crazy Horst, en affirmant dans le quotidien Bild, énorme tirage, je le rappelle, l'islam n'est pas partie intégrante de l'Allemagne car le pays est de tradition chrétienne. Horst Seehofer, en fait, ne cesse de réclamer un plafond pour limiter les arrivées. Il a déjà exprimé son souhait de voir augmenter les taux d'expulsion de migrants et son souhait pourrait bien être exaucé rapidement puisque fin mars, le gouvernement allemand a annoncé vouloir ouvrir d'ici la fin de l'année un centre, le premier du genre, le premier centre fédéral de rapatriement des migrants. Alors on voit bien que c'est compliqué d'harmoniser quand même la politique de avec notre principal partenaire quand celle-ci change. Alors est-ce que, Louis Dragnel, on est là face à un rapprochement, face à un éloignement entre les politiques migratoires européennes ?
Moi, honnêtement, j'y crois absolument pas à la possibilité que ça puisse se réaliser, puisqu'en fait, chaque pays européen a des intérêts divergents. L'Italie a un intérêt qui est en fait de permettre aux migrants de quitter l'Italie pour remonter vers les pays du Nord. La France a tout intérêt, enfin en tout cas c'est ce qu'elle pratique aujourd'hui, c'est à limiter l'arrivée de migrants, notamment dans le sud-est, dans les Alpes-Maritimes et un peu plus haut maintenant. Et du coup, en fait, si vous voulez, pour moi, ça me paraît assez utopique. Oui, sauf à croire justement à l'Europe, François Hollande. C'est-à-dire, par exemple, certains évoquent un droit d'asile européen. Je ne parle même pas de la Hongrie. Une agence, ce qui se passe, une agence européenne. Il faut regarder d'abord ce qui se pratique actuellement. Bon, on a le fameux système de Dublin, Dublin 2, qui oblige finalement à traiter la demande d'asile au premier pays où le demandeur s'est présenté, a été enregistré. Alors, quand on regarde les protections qui ont été effectivement accordées en 2016, qui a absorbé le plus gros de la vague des migrants, les pays qui arrivent en tête, rapporté au nombre de leur population, car c'est toujours comme ça qu'il faut raisonner, proportionnel à la population égale. C'est Malte, c'est Chypre, c'est les îles-États qui sont là en première ligne et qui sont obligés finalement d'accorder... Bon. La France n'est que 16e, c'est ça, au sein de l'Union européenne. En Europe. Nous sommes au 16e rang. Nous ne sommes même pas à la moitié de l'Union européenne, de la moyenne de l'Union européenne. Ce qui vient en tête, c'est la Suède, l'Allemagne, etc., la Norvège. La Grande-Bretagne a fait encore pire que nous parce que justement, elle est à la périphérie. Et à la périphérie de la périphérie. Et donc, les règlements Dublin, les règlements européens, au lieu de rapprocher l'Europe, creusent les inégalités spatiales. Il y a, c'est ce que vous savez, les géographes parlent maintenant de la justice spatiale. On est inégalement exposé à un certain nombre de phénomènes et l'Europe devrait normalement faire en sorte que ces phénomènes soient compensés. Eh bien, le règlement de Dublin fait exactement l'inverse. Il creuse les inégalités entre les pays d'Europe. Pas normal que ce soit Malte et Chypre qui soient en première ligne et doivent absorber proportionnellement à leur population le plus de... Mais ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à remettre en cause ce règlement de Dublin. Il y a des discussions en cours depuis maintenant près de 2 ans. Oui, on ne le remet pas en cause, mais on prépare la version suivante. Il n'est pas non plus appliqué, et on voit bien qu'effectivement... Donc on s'éloigne de l'harmonisation européenne. Vous avez toute l'Europe orientale, enfin toute la partie slave de l'Union européenne, n'est-ce pas, qui va des pays baltes jusqu'à la Slovénie, disons, où là, le taux de décision positive accordée est extrêmement bas. Il est quasiment voisin de zéro. Donc si vous regardez par exemple ce que la Pologne a fait en matière... Parce qu'il n'y a pas que la Hongrie, c'est toujours la Hongrie, mais la Pologne fait exactement la même chose. Si vous regardez ce que la Pologne a fait en matière de décision positive d'accueil de demandeurs d'asile en 2016, c'est 700 fois moins proportionnel. Attendez, je termine ma phrase. C'est 700 fois moins par rapport à sa population. Non, mais je suis en train de faire un raisonnement qui n'est pas compliqué, je termine. C'est 700 fois moins par rapport à sa population que la Suède. Un écart de 1 à 700, alors que ces deux pays sont séparés par un bras de mer, c'est considérable. Donc ça prouve qu'effectivement, l'Union européenne, elle est très loin de se faire et il faudrait que les règlements puissent harmoniser, combler les creux. Enfin, eh bien, merci beaucoup. Vous avez terminé ? Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Et là, c'était le mot de la fin. Désolé, Viviane Carrière. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre sur ce plateau ce soir. Cool. Dans un instant, Donald Trump est-il moralement inapte à gouverner ? Vaste question. Et la fin du monde qui approche, vaste sujet aussi. Mais d'abord, les fins limiers de Désintox se penchent sur ces migrants qui effectuent leur demande d'asile par visioconférence. Ça n'existe pas, certifie Emmanuel Macron. Eh bien si. Grand oral pour Emmanuel Macron. Dimanche 15 avril, le président de la République était interviewé par BFM TV et Mediapart. Dans la bataille, la réforme du droit d'asile arrive sur la table. Le cofondateur de Mediapart, Edoui Plenel, lance au président: vous faites que le demandeur d'asile sera devant un écran, mais non pas d'être dans une relation humaine avec la personne qui se gratte son sort. Est faux. Non, c'est vrai. Le demandeur d'asile sera toujours d'abord face à un fonctionnaire de préfecture, puis face à l'OFI et l'OFPRA. Ce sera jamais un écran, c'est faux. Pourtant, le tort est du côté du président. Dans sa version actuelle, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, permet déjà que le demandeur soit entendu en visioconférence, que ce soit par le juge des libertés et des détentions, la Cour nationale du droit d'asile ou en appel. Toutefois, selon la loi, le demandeur peut s'opposer à cette visioconférence pour rencontrer le juge en personne. Or, le projet de loi déposé à l'Assemblée supprime, dans tous les articles du CESEDA où elle est évoquée, la possibilité pour le demandeur d'asile de refuser la visioconférence. Celle-ci aura même lieu au cas par cas, a précisé une députée LREM pendant le débat. Ce qui signifie bien que les visioconférences seront toujours en vigueur. Le président a donc tort de dire qu'il n'y aura jamais un écran en face du demandeur. Au contraire, il risque même d'y en avoir de plus en plus puisque ni l'intéressé ni son avocat n'auront le droit de s'y opposer.
Très critiquée, cette mesure fait aussi débat au sein de la majorité. Lors de l'étude du texte en commission, une députée En Marche avait proposé de conserver la possibilité pour le demandeur de refuser une visioconférence. L'amendement avait été rejeté, reste à savoir ce que feront du texte les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat. Chapeau des intox. Bonsoir. Vous êtes déjà de retour, vous êtes revenus de si loin, là, tous les deux. Bonsoir François, bonsoir Xavier, bonsoir à tous les deux. Xavier et monsieur le commissaire, non? Je devrais vous appeler monsieur le commissaire? Je suis commissaire d'expo. Ah bon? Voilà, c'est la classe, je suis trop content. Parmi toutes vos casquettes, commissaire donc, de cette exposition, l'art au service du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec Pierre Branda, on est deux commissaires, c'est formidable. Napoléon Ier, Napoléon III, confrontation des arts. Bah oui, Napoléon, toujours Napoléon. À Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison, le commissaire. Donc en fait, vous êtes co-commissaire. Co-commissaire. Voilà. Mais on va pas parler de Napoléon ce soir. On va parler d'un autre empereur, puisque l'ancien patron du FBI, James Comey, s'interroge pour savoir si Donald Trump, qui n'est pas empereur, est inapte moralement à gérer les États-Unis. Vous, ça vous a rappelé un autre empereur, pas Napoléon, mais qui était vraiment franchement zinzin. Oui, Caligula, franchement zinzin. Oui, Caligula, oui. Le 18 mars 37, tout juste après Jésus-Christ, qui serait mort en 33, le Sénat romain proclame Caligula empereur. Ah, Caligula, super. Eh bien, le début du règne commence plutôt bien. Vous voyez, il a 25 ans. Vous faites bien le Sénat romain. Je tente. Non, ce jeune empereur porte l'espoir de régénérescence de l'Empire romain après le règne du vieillard, là, Tibère. Donc, ce sera Roma Great-Again. Bon, non, loupé, parce que très vite, il apparaît que Caligula n'est pas moralement apte à gouverner l'Empire romain. En tout cas, c'est ce que rapporte Suétone, l'auteur latin, qui écrit quelques décennies plus tard son célèbre ouvrage « La vie des 12 Césars ». Et Suétone nous évoque la relation étrange qui unit Caligula et Incitatus. Son cheval. Son cheval, Caligula, et gaga de son dada. Voilà. C'est magnifique. Extraordinaire. Oui, alors déjà, il lui fait construire un magnifique palais. Oui, il mange avec un magnifique palais où il peut s'ébrouer sans problème. Il a des écuries de marbre. La crèche, pour manger, hein, elle est en ivoire. Non, il a tout ce qu'il veut. Il est vêtu de pourpre. Les licoles sont faits de pierres précieuses. Enfin, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Suétone écrit même que, d'après certains, Caligula a pensé nommer son cheval consul. Ah oui, carrément, une des plus hautes fonctions de l'Empire romain. Pourquoi pas présentateur à la télé pour premier? Non, écoutez, hein, comme le disait le très fin Francis Blanche, on suétonne de lire des choses pareilles. Alors, en vérité, bon, d'accord, Caligula était sans doute fracasse. Il était zinzin, le pouvoir lui a monté à la tête, mais cette folie arrange bien Suétone, parce que dans la vie des 12 Césars, pour mettre en exergue le portrait de certains empereurs, il aime bien, faut qu'il en noircisse d'autres. Et c'est pourquoi Suétone monte sur ses grands chevaux pour dézinguer Caligula, lui donner cette réputation qui perdure, qui est toujours présente de nos jours. Et je vais vous dire, quand on évoque Caligula, ce serait folie de ne pas faire un clin d'œil à celui qui l'a si bien magnifié, Albert Camus. Qu'est-ce qui vous avait spécialement attiré vers ce personnage de Caligula? Eh bien, je trouvais que c'était un tyran relativement rare, je veux dire un tyran intelligent. Et je pensais que peut-être il y avait la matière là de décrire un caractère en somme assez inusité, je veux dire un caractère tout entier habité par la passion de l'impossible. C'est beau. Et Caligula, dans la pièce de Camus, dit « Les hommes meurent et ne sont pas heureux ». Et c'est une des phrases les plus justes qui a été écrite. Merci Claude. Et ça va se confirmer dans un instant, Claude. Vous savez pourquoi ce procès va se confirmer? Parce que François, vous avez une bien mauvaise nouvelle à nous annoncer. C'est votre dernière chronique, puisque la fin du monde, c'est pour ce soir. Oui, ma dernière chronique, votre dernier plateau, parce que si on en croit la dernière rumeur qui agite le net, il ne reste que quelques heures à vivre, puisque le 18 avril serait la date d'une éventuelle invasion extraterrestre. Oui, c'est donc peut-être le moment de libérer nos consciences, d'oser peut-être dire ce que nous n'avons jamais avoué. Caroline, c'est à vous. Alors là, on rigole, c'est bien sympa, mais de nombreux internautes, surtout des jeunes, croient fermement en cette théorie qui a tout finalement pour séduire à la fois les conspirationnistes autant que les jeunes et les gens qui adorent se faire peur. Et ça fait du monde, car pour qu'une rumeur fonctionne, pour qu'elle se propage, il faut déjà qu'elle soit relayée par un leader d'opinion. Ce qui est le cas avec notre plus grand youtubeur français qui s'appelle Squeezie, qui est quand même suivi par 10 millions d'abonnés et qui, dans sa dernière vidéo, qui a été déjà vue plus de 3,5 millions de fois, eh bien, décrypte cette folle théorie. Tout commence par Ty. Ty, qui est un internaute américain qui reçoit un drôle de message vocal, un message assez énigmatique. Il décide de le publier sur Twitter pour que les internautes l'aident à le déchiffrer. On va voir si vous êtes assez fort en décodage, on l'écoute. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar,
Sierra. 150 000 retweets plus tard, un internaute arrive à déceler que ce message reprend le code phonétique de l'OTAN. Le code phonétique de l'OTAN, vous le connaissez, il suffit de reprendre les premières lettres, les initiales, et si on reprend toutes les initiales, eh bien ça donne le message suivant. Danger SOS, il est urgent pour vous d'évacuer, soyez prudents, ils ne sont pas humains. Dans la suite du message, on a une série de chiffres. Là, un autre internaute qui n'a rien à envier à Sherlock Holmes va rentrer cette série de chiffres dans Google Maps, comme s'il s'agissait de coordonnées GPS. Où est-ce qu'on arrive ? À l'endroit où nous avons perdu la trace de la Malaysia Airlines, cet avion, vous savez, en 2014. Bah oui, pour qu'une rumeur fonctionne, elle doit toujours s'appuyer sur des éléments qui ont réellement existé. Enfin, un message en morse que vous voyez derrière, on le décrypte et ce message donne enfin la date du 18 avril 2018. C'est aujourd'hui, c'est ce soir, il ne reste que quelques heures. Voilà comment cette date du 18 avril s'est retrouvée dans les tendances les plus recherchées sur Google. Alors si par miracle, nous parvenons à nous en sortir ce soir dans quelques heures, soyez rassurés, car une autre théorie est déjà arrivée. Elle reprend la prédiction d'Isaac Newton, qui, en s'appuyant sur la Bible, imaginait la fin du monde pour 2060. Donc ce qui est certain, c'est que annoncer la fin du monde est une pratique qui sera sans doute sans fin. Tous aux abris, mes amis. L'émission est terminée. Tout est terminé. Oui, il n'y a pas que l'émission de terminée. Dans un instant sur Arte, une comédie enlevée, 21 nuits avec Paty, avec notamment André Dussolier et la désopilante Karine Viard, un rien grivoise. Et on se quitte en musique, bien évidemment. Et puisque François, vous nous annoncez la fin du monde, je propose qu'on réécoute une dernière fois les Doors, This Is The End. It's Morgan Chase. This is the end, my